L'éclair déchirant d'un obus avait suffi à ramener Antoine Dubois à la brutalité du réel, à le dépouiller de son uniforme, de sa liberté et de toute illusion. La capture fut une chute dans le vide, les camps un purgatoire de boue et de faim où l'humanité s'effilochait jusqu'à l'âme. Une nuit, le désespoir se mua en audace. Avec quelques âmes damnées, il arracha un barbelé à la vie. La fuite fut un cri muet dans l'obscurité, une course éperdue sous le claquement des fusils, les aboiements lointains. Seul, blessé à la jambe, le souffle rauque, Antoine s'écroula aux abords d'une ferme isolée, le monde autour de lui un tourbillon d'étoiles et de douleurs. C'est là qu'Émilie, veuve de guerre aux yeux fatigués, mais dont la tendresse n'avait pas déserté le regard, l'accueillit. Sous la fausse identité d'un cousin éloigné en convalescence, Antoine vécut 3 années volées au destin. 3 ans d'une existence clandestine, rythmée par le chant des coqs et le labeur des champs, partagée avec cette femme qui, elle aussi, portait le deuil d'un homme perdu. Il apprit à lire les murmures du vent, la nervosité du bétail, le passage des ombres trop longues sur le chemin de terre, autant de signes avant-coureurs de la menace allemande. Il était devenu un fantôme efficace, résilient, son ingéniosité aiguisée par la nécessité, son cœur lesté d'une culpabilité de survivant, mais aussi ardent du désir de venger ceux qu'il avait laissés derrière lui. Les rires rares d'Émilie, la chaleur de sa main dans la sienne au crépuscule, furent sa bouée de sauvetage. Mais le temps, ce voleur silencieux, ne pouvait masquer l'inévitable. Les bottes teutones se firent plus insistantes, plus proches. Un jour, Émilie, les larmes muettes, prononça les mots qu'ils redoutaient tous deux. Pour sa sécurité, pour sa survie, Antoine devait partir. Le baiser d'adieu fut un serment silencieux, un amour brisé mais forgé dans la cendre, le renvoyant vers un monde qu'il savait désormais regarder avec une acuité nouvelle, un cœur endurci mais portant l'empreinte indélébile de cette parenthèse de vie. Paris, en cet automne 1943, drapait ses façades haussmanniennes d'une beauté imperturbable, sous un ciel d'un bleu d'une innocence trompeuse. Mais le silence assourdissant des boulevards et les silhouettes militaires qui quadrillaient la ville rappelaient à chaque instant la réalité brutale de l'occupation. Dans ce décor de majesté étouffée, où même l'air semblait peser lourd, un homme aux gestes mesurés, chaque mouvement teinté d'une prudence affûtée, traversait les rues. Sous le nom de Monsieur Martin, modeste horloger réparateur du Marais, il tissait, avec l'obstination d'un fantôme, une existence hors du temps et des lois, un secret lourd et précieux qu'un seul faux pas pouvait anéantir. Son atelier, un écrin de rouage et de tic-tac réguliers, offrait une couverture idéale. Les clients défilaient, apportant leurs montres cassées, leurs pendules capricieuses, et parfois, sans le savoir, des bribes de conversation, des rumeurs, des observations anodines que M. Martin recueillait avec une patience d'orfèvre. Son passé lui avait appris à détecter les failles, les regards trop insistants, les silences trop éloquents. Il voyait du monde sans être vu, écoutait sans être entendu, un caméléon parfait dans la grisaille ambiante. Sa véritable activité, celle qui nourrissait la flamme inextinguible née dans l'ombre d'Émilie, était celle d'agent de liaison pour Les Faucons, un petit mais tenace réseau de résistance. Il était le passeur de mots codés, l'intermédiaire de colis discrets, le collecteur d'informations vitales sur les mouvements des troupes allemandes. Apprécié pour sa discrétion sans faille et son sens aigu de l'observation, il était une pièce maîtresse de cette mécanique clandestine, aussi précise et indispensable qu'un mouvement d'horlogerie. Ce soir-là, sous un crachin persistant qui lavait les pavés de la capitale d'un éclat lugubre, l'homme se rendit à un rendez-vous dans un café anonyme, une de ces gargotes enfumées nichées près de la gare du Nord. L'odeur du tabac âcre et du café de chicorée masquait à peine la tension latente. Il s'assit à une table reculée, sirotant un ersatz de boisson chaude en attendant. Quelques minutes plus tard, un homme corpulent à la casquette de cheminot, le passeur, Jean-Luc de son vrai nom, vint s'affaler en face de lui. Leurs regards se croisèrent, bref, sans reconnaissance apparente. « Le temps est maussade pour les voyages », marmonna Jean-Luc, son visage buriné exprimant une fatigue qui n'était pas seulement celle du rail. « Il l'est toujours pour qui cherche l'horizon », répondit l'homme d'une voix neutre, poussant une assiette de biscuits rassis vers son contact. Leur échange fut bref, quelques phrases convenues, tissées de double sens que seuls les initiés pouvaient en dénouer. D'un geste imperceptible, l'homme fit glisser un briquet usagé sur la table. Jean-Luc s'en saisit, l'alluma d'un mouvement machinal, puis le glissa dans la poche de sa veste sans un mot de plus. Le microfilm était en sécurité. En sortant du café, le col de son manteau relevé contre le vent, l'homme sentit une présence. Son instinct, aiguisé par des années de traque et de survie, le mit en alerte.
Son regard balaya la rue et à quelques pas de là, sous le halo blafard d'un lampadaire, il croisa celui de l'Obersturmbannführer Klaus Richter. L'officier de la Gestapo, silhouette immobile, le regard perçant et froid comme l'acier de son pistolet, semblait scruter les environs, un prédateur en quête de sa proie. Ce ne fut qu'un bref instant, une fraction de seconde où le temps parut suspendu, mais le contact visuel fut suffisant pour que l'homme ressentît un frisson glacial lui courir l'échine, un écho lointain mais tenace des traques passées, des ombres qui jamais ne le quitteraient. Richter était là, incarnation parfaite de la menace omniprésente, et leur chemin venait de se croiser. Le jeu, silencieux et mortel, ne faisait que commencer. De retour à son atelier du Marais, un espace modeste où l'odeur de l'huile horlogère se mêlait à celle, plus insistante, du tabac froid, l'homme ne put chasser de son esprit le regard de Richter. Ce croisement furtif, ce duel silencieux sous la pâle lumière du réverbère, avait gravé l'image de l'Obersturmbannführer dans sa mémoire comme une épine. L'horloge suspendue au mur, une pièce ancienne dont il avait réparé le mécanisme usé 1000 fois, égrenait les secondes avec une régularité trompeuse. Chaque tic-tac semblait souligner la fragilité de sa propre existence, un murmure constant de la menace. Le lendemain, un signal discret fut déposé sous la porte de son atelier, une fine bandelette de papier ornée d'une plume stylisée, signature du Corbeau. L'homme sut qu'il était attendu. Le rendez-vous était fixé dans un appartement du quartier latin, l'ancien logis d'un professeur d'histoire, le Corbeau en personne. Henri Dubois, le chef du petit réseau des Faucons, n'avait rien du conspirateur de légende. Ses lunettes fines glissaient sur un nez aquilin, son visage était celui d'un érudit marqué par la fatigue, mais ses yeux, d'un bleu acier, brûlaient d'une intelligence perçante. L'appartement, bibliothèque débordante de livres, témoignait d'une vie passée à contempler le savoir, désormais sacrifié à la sombre nécessité. Le silence qui régnait, plus pesant encore que dans les rues parisiennes, n'était rompu que par le crépitement d'un feu mourant dans la cheminée. « Monsieur Martin », commença Henri, sa voix basse, posée, comme pour ne pas éveiller les murs. « Notre cage se resserre. La semaine dernière, un de nos hommes, un ami, a été pris. » L'homme, assis sur une chaise en bois face à lui, hocha imperceptiblement la tête. Il n'y avait pas besoin de prononcer le nom, ni de détailler les horreurs. Chacun connaissait le prix de l'échec. Un frisson, une réminiscence de ses propres geôles, lui parcourut l'échine. « La Gestapo est nerveuse. Ils sentent que nous avons quelque chose. » Henri se leva, sa silhouette mince se découpant sur la fenêtre d'où l'on apercevait les toits de Paris, sombres et silencieux sous un ciel incertain. « Il y a un avion de la RAF qui a été abattu en Bretagne. Mission de reconnaissance. Un pilote, le capitaine Alistair Finch, aurait survécu. » Antoine sentit la tension monter. La Bretagne, c'était loin, et c'était le territoire le plus dangereux de tous, un nid de guêpes allemandes et de collaborateurs zélés. Ce pilote, il détient des informations cruciales sur une nouvelle série de défenses côtières, des choses que Londres doit absolument savoir avant l'heure H. La voix d'Henri s'était faite plus pressante. Nos contacts locaux sont compromis, ou trop surveillés. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse se fondre dans le paysage, quelqu'un qui sache vivre dans l'ombre, qui connaisse l'art de l'évasion et de la survie. Le regard d'Henri, direct et insistant, rencontra celui d'Antoine. L'homme comprit. Son passé, cette parenthèse à la ferme avec Émilie, les 3 années passées à être un autre, à déjouer les traqueurs, à lire les signes invisibles du danger, tout cela le désignait. C'était un fardeau, mais aussi une nécessité. La culpabilité du survivant, le désir de vengeance, se mêlait à la froide logique de la mission. La zone est complexe, continua Henri, comme s'il lisait dans les pensées d'Antoine. Des unités spéciales ratissent les fermes isolées. Des patrouilles le long des côtes, mais Finch doit être exfiltré, l'information est vitale. Il posa sur la petite table un plan sommaire, des lignes crayonnées sur un bout de carte. Tu devras te rendre là, près de Pont-Aven. Un contact t'attendra, un pêcheur nommé Le Goff. Il a la réputation d'être aussi silencieux que les marées. Antoine étudia la carte, son esprit déjà en mouvement, calculant les risques, les itinéraires possibles, les visages à éviter. Un prisonnier évadé, un horloger discret, et maintenant, un fantôme en route pour la Bretagne. La métamorphose était complète. « C'est une mission suicide, n'est-ce pas ?» demanda Antoine, sa voix calme, presque détachée, mais avec une pointe d'amertume à peine perceptible. Henri le regarda droit dans les yeux. « C'est une mission pour les morts vivants, monsieur Martin, et tu es le seul que je connaisse qui ait déjà réussi à revenir de l'autre côté. »
Le silence retomba, lourd de ses paroles. Antoine acquiesça. Il acceptait. La vie qu'il menait n'était qu'un sursis, une succession de missions, de fuites. Chaque pas, chaque souffle était un pari. En sortant de l'appartement, la beauté mélancolique de Paris, baignée par les lumières faibles des réverbères masqués, lui parut plus lointaine, plus indifférente que jamais. La menace de Richter flottait toujours dans l'air, mais désormais, elle se mêlait à l'odeur du vent marin, à la promesse du danger en Bretagne. Le jeu mortel venait de changer de terrain. Pinch 1. Le lendemain, le modeste atelier d'horlogerie du Marais se vida de la présence de M. Martin. Antoine n'avait rien emporté d'inutile. Une petite sacoche en toile brute contenant quelques faux papiers, une boussole minuscule, un flacon de morphine et un pistolet automatique belge, petit et discret, qu'il ne sortait qu'en cas d'absolue nécessité. Il laissa derrière lui l'odeur du laiton et de l'huile, le tic-tac incessant qui avait si bien masqué le tumulte de son âme. Le voyage, sous l'identité d'un représentant en vin de Tours, devait l'emmener au cœur de la Bretagne. Le train, lourd et lent, crissait sur les rails rouillés, traversant une France au paysage sublime, mais au visage fermé. Antoine observait, sans jamais fixer, les fermes isolées défilant derrière la vitre sale, les champs moissonnés s'étirant sous un soleil d'automne pâle. Chaque village traversé semblait figé dans le temps, sous la chape de plomb de l'occupation. Il se remémora les 3 années passées avec Émilie, cette vie en suspens, chaque arbre, chaque sentier marqué par la nécessité de la survie. Il était, encore une fois, un étranger de passage, un fantôme sans visage ni attache, mais avec une mémoire qui le rongeait. Dans son compartiment partagé, un jeune soldat allemand à l'air las lisait une lettre froissée. En face, un homme corpulent, aux traits marqués par l'inquiétude, feuilletait un journal de la collaboration. Antoine, lui, jouait le rôle de l'homme d'affaires indifférent, son regard vague posé sur l'horizon. C'est à Vannes qu'il sentit la première véritable anicroche. Lors d'un contrôle de routine, un officier de la Wehrmacht, les yeux d'un bleu glacé, s'attarda sur ses papiers. « Vos affaires semblent prospérer, monsieur Dubois », dit l'officier, le nommant de son identité de couverture. « Le vin, même en temps de guerre, reste une nécessité, n'est-ce pas ?» Antoine sourit, un sourire fatigué et poli. « La France a besoin de réconfort, mon commandant, et le commerce continue, malgré tout. » L'officier fronça les sourcils, puis rendit les papiers d'un geste sec. « Continuez. Mais la route est longue et les temps incertains. » Ce n'était rien, un échange anodin, mais le cœur d'Antoine avait battu la chamade, une alerte animale qui ne le trompait jamais. Il sortit du train à Quimper, l'air marin piquant ses narines, un rappel olfactif de ce danger qu'il était venu chercher. Pont-Aven était un nid de granit gris sous un ciel menaçant. Le Goff, le pêcheur, devait l'attendre près des vieux lavoirs, à l'heure où les ombres s'allongent et que le jour s'estompe. Antoine déambula dans les ruelles étroites, observant les façades des maisons, les quelques passants, cherchant le signe convenu, une chaussette rouge pendue à la fenêtre d'une maison de pêcheurs. Il la trouva, discrète, presque invisible, à l'arrière d'une habitation. Il frappa à la porte. Un homme corpulent, au visage buriné par le vent et le sel, apparut. Ses yeux, d'un bleu profond, sondaient Antoine avec une méfiance ancestrale. C'était le Goff. « Je cherche du poisson frais », dit Antoine, utilisant la phrase de code. « Le merlan du pays !» Le Goff ne sourit pas. « Le merlan est rare par les temps qui courent, et les chaluts sont sous surveillance. » Il invita Antoine à entrer, puis referma la porte à clé. L'intérieur sentait le poisson séché et la tourbe. « Je vous attendais, monsieur Martin, ou plutôt, l'homme qui se cache derrière les montres. » Antoine ne répondit pas, attendant la suite. Le Goff se versa un verre de cidre âpre. « Le capitaine Finch, il n'est plus à l'endroit prévu. Les Allemands ont bouclé la zone où son avion est tombé. Des rats, ils sentent la bête blessée. » Sa voix était rauque, son accent breton épais. « Il a été déplacé, dans les monts d'Arrée, plus haut, plus profond, dans les terres. Une ferme isolée, oui, mais c'est aussi là que leur traque est la plus méthodique. Ils cherchent un fantôme, et ils connaissent les lieux où ils aiment se cacher. » Les mots de Le Goff résonnèrent en Antoine comme un coup de poing. Les monts d'Arrée, des fermes isolées. C'était l'écho de son propre passé, le fantôme qu'il était lui-même, de retour dans la gueule du loup. Le jeu mortel venait de se resserrer et la piste de Finch le menait droit dans le miroir de ses propres souvenirs. Les mots du pêcheur s'étaient enroulés autour d'Antoine comme des fils de toile d'araignée, tirant des profondeurs de sa mémoire des images qu'il pensait avoir enterrées.
les monts d'Arrée, une ferme isolée. La traque méthodique des Allemands pour un fantôme, c'était son histoire. C'était le reflet distordu de la ferme d'Émilie, de ces 3 années passées à respirer l'air pur et la peur, à apprendre la survie dans l'ombre des collines, le cœur déchiré par la culpabilité du survivant. La mission venait de se muer en un pèlerinage forcé vers son propre passé, un défi à l'homme qu'il était devenu. « Et le capitaine ?» demanda Antoine, sa voix légèrement plus grave que d'habitude, trahissant à peine la secousse intérieure. « Quel est son état? Et pourquoi cette ferme ?» Le Goff en haussa les épaules, un mouvement lent et pesant. « Il a une jambe cassée, mais il est vivant. Un des nôtres l'a trouvé et l'a déplacé avant l'arrivée des Boches. Quant à la ferme, le pêcheur fit une pause, ses yeux bleus fixant le vide de la pièce. C'est la ferme des Kerlegues, un couple de vieux. Ils ont toujours su se faire petits, discrets, mais les Allemands, ils ont des yeux partout, surtout dans ces terres où l'on pense être à l'abri. Ils quadrillent la zone, monsieur Martin, ils savent qu'il est là. Ou du moins, ils le pressentent, c'est un piège pour lui et pour ceux qui voudront l'aider. Un piège, le mot résonna, glaçant. Non pas un piège ordinaire, mais un piège qui jouait sur la nature même de ces refuges ancestraux. Le Goff but une gorgée de cidre, le regard perdu. Le réseau local est maigre, morcelé, méfiance partout. La région est devenue un terrain de chasse. Antoine sentit le poids de la décision. Henri, le corbeau, ne lui avait pas menti sur la dangerosité de la mission. Mais il n'avait pas pu lui révéler ce détail intime, cette résonance si particulière avec son histoire personnelle. Le risque professionnel se doublait désormais d'un risque existentiel. S'il échouait, il ne serait pas seulement un agent capturé. Il serait le fantôme pris à son propre jeu, la proie rattrapée par les chasseurs. Mais reculer, c'était trahir le corbeau, trahir Finch, trahir Émilie et tous ceux qu'il avait perdus, trahir l'homme qu'il était devenu, l'homme qui n'avait plus peur des ombres. « J'ai besoin d'une carte précise de la zone et de connaître les mouvements ennemis que vous avez pu observer », dit Antoine, sa voix désormais ferme, débarrassé de toute hésitation. La décision était prise. Le fantôme allait chasser ses propres démons. Le Goff, sans un mot, sortit une carte grossièrement dessinée sur un papier jauni, marquant de croix des points stratégiques. Les patrouilles? Elles sont régulières, surtout au lever et au coucher du soleil. Les chemins forestiers sont surveillés. Quelques heures plus tard, alors que la nuit jetait son manteau d'encre sur Pont-Aven, Antoine s'enfonçait dans les terres, laissant derrière lui les pores et les odeurs de sel. Il avait troqué son costume parisien pour des vêtements plus robustes, plus sombres, achetés à la hâte. Monsieur Martin l'horloger s'estompait, laissant place à l'homme de l'ombre, au soldat échappé. Le voyage fut une immersion progressive dans l'âme sauvage de la Bretagne. Les routes pavées cédèrent la place à des chemins de terre bordés de fougères géantes et de menhirs silencieux. L'air se fit plus froid, plus âpre, imprégné du parfum de la terre humide et du genêt. Les phares des quelques véhicules allemands croisés, des éclairs brutaux dans l'obscurité, rappelaient la présence constante de l'ennemi. Paris et sa beauté étouffée semblaient un autre monde, un souvenir lointain. Ici, la nature était une complice muette, mais aussi un piège silencieux. Antoine se sentait à sa place, dangereux et traqué, comme un animal qui retrouve son instinct primitif. Il marcha des heures, ne se fiant qu'à l'étoile polaire et aux rares indications de sa carte. Il traversa des landes désertes, des forêts sombres où le vent gémissait entre les branches, le bruit de ses pas étouffé par le bruissement des feuilles. Chaque ombre semblait abriter un danger, chaque craquement de brindille, une menace. Ses sens étaient en alerte, son cœur battant un rythme régulier et sourd dans sa poitrine. Finalement, à l'aube naissante, une silhouette se dessina à l'horizon. Une ferme, isolée, exactement comme le Goff l'avait décrite. Nichée dans un creux, cernée par des champs désertiques et des bois sombres, elle semblait se fondre dans le paysage minéral et végétal des monts d'Arrée. Une volute de fumée paresseuse s'échappait de sa cheminée, seule marque de vie dans cette immensité silencieuse. Antoine s'approcha avec une prudence féline, dissimulée par la lisière des bois. Il sortit ses jumelles, les détails apparurent, glaçants. Un véhicule allemand, camouflé, était stationné à l'arrière de la ferme. 2 sentinelles patrouillaient, leurs silhouettes sombres se découpant sur le lever du soleil. Des chiens, probablement des bergers allemands, étaient attachés près d'une remise. Le Goff avait vu juste. Ce n'était pas une simple traque, c'était un dispositif de surveillance, une souricière méticuleusement tendue, mais ce n'était pas ce qu'il figea.
Dans le champ adjacent à la ferme, près d'une vieille croix de pierre moussue, il distingua une petite tache rouge flottant au vent. Une chaussette. La même chaussette rouge que celle qu'il avait trouvée à Pont-Aven, le signe convenu avec le Goff. Mais ici, elle semblait presque provocante, trop visible, trop facile. C'était le signe, oui, mais aussi un avertissement sinistre. Les Allemands l'avaient probablement découverte et peut-être même utilisée. Ou alors, quelqu'un avait délibérément laissé ce signe pour attirer l'attention, comme un fil tendu dans l'herbe pour faire trébucher le gibier. L'ombre du passé n'était pas seulement la sienne. Elle flottait aussi sur cette ferme, promettant une issue bien plus complexe et dangereuse qu'un simple sauvetage. L'ombre du passé. Le Goff avait sous-estimé la profondeur du puits, où Antoine s'était aveuglé. À travers les jumelles, chaque détail prenait une acuité douloureuse, se superposant aux strates de sa mémoire. Le vieux pommier tordu près de la grange, dont les fruits avaient le goût de la terre et de la liberté. Le treillis de rosiers grimpant le long du mur de la cuisine, qu'Émilie avait soigné avec une tendresse infinie et qu'il l'avait aidé à planter il y a si longtemps. Les tuiles du toit, dont certaines manquaient, formant un motif que seule sa mémoire pouvait compléter. C'était la ferme d'Émilie, son refuge. La parenthèse inattendue et volée, où, pour 3 ans, Antoine Dubois n'avait pas été un soldat en fuite, mais juste un homme blessé, pansant ses plaies auprès d'une femme solitaire. La culpabilité de survivant, si longtemps étouffée sous des couches de résilience, remonta à la surface, âcre et brûlante. Il avait cru pouvoir laisser ce passé derrière lui, l'enterrer sous des identités d'emprunt et des missions clandestines. Mais le passé, tel un sanglier blessé, venait de le rattraper. Il rajusta ses jumelles, la respiration suspendue. La chaussette rouge, flottant près de la croix de pierre moussue, n'était plus seulement un signe ambigu. C'était une provocation, un piège tendu avec une malice presque personnelle. Les Allemands savaient, ou du moins, ils espéraient. Ils ne cherchaient pas seulement un aviateur blessé, ils attendaient Schuled, le renfort, l'ombre furtive de la résistance. Et peut-être, avec une cruauté raffinée, lui. Le soleil montait, dévoilant le paysage avec une clarté trompeuse. Les monts d'Arrée, d'habitude si sauvages et magnifiques, semblaient maintenant participer à cette mascarade sinistre, leur sommet encadrant la scène comme un amphithéâtre silencieux. Les 2 sentinelles allemandes patrouillaient avec une régularité presque désinvolte, mais Antoine percevait la tension sous cette façade d'ennui. Le véhicule camouflé à l'arrière de la ferme, les chiens attachés, la discrétion forcée de l'endroit, tout clamait que le gibier était attendu. Alors il la vit, Émilie. Elle sortit de la ferme, un seau à la main, pour s'approcher du puits. Ses mouvements étaient lents, alourdis, comme si chaque geste lui coûtait un effort immense. Elle avait vieilli, ou plutôt, la guerre l'avait marquée d'une empreinte plus profonde encore que son veuvage. Ses cheveux, autrefois d'un châtain éclatant, étaient parsemés de fils d'argent. Ses épaules, jadis solides, semblaient voûtées sous un fardeau invisible. Elle ne leva pas les yeux vers les bois, mais Antoine sentit son désespoir dans la manière dont elle remplissait le seau, dans la façon dont elle évitait le regard de l'une des sentinelles qui s'approchait d'elle avec un sourire gras. Elle était prisonnière. Sa ferme, son refuge, était devenue sa cage. Un nœud se serra dans la gorge d'Antoine. La mission de Le Corbeau, le capitaine Finch, les informations vitales, tout s'entremêlait désormais avec sa propre histoire, avec le souvenir de ces 3 années volées au destin. Ce n'était plus un simple sauvetage, c'était un plongeon dans les eaux troubles de son propre passé, un test pour son âme autant que pour ses compétences d'agent. L'ombre du passé n'était pas seulement une expression, elle était là, vivante, palpitante, et elle promettait une issue bien plus complexe et dangereuse qu'un simple sauvetage. Antoine, le cœur lourd et la raison affûtée, savait qu'il ne pouvait ni reculer ni avancer sans mesurer chaque risque, chaque battement de son propre cœur, désormais étrangement en phase avec celui d'Émilie, prisonnière silencieuse de cette toile de maître Teutone. Le retour à Paris fut une descente dans un autre enfer, celui d'une ville qui simulait la vie quand la mort rôdait à chaque coin de rue. Le train, vrombissant tel un insecte blessé, traversait des paysages où les vergers du printemps cédaient la place aux cicatrices de la guerre. Mais pour Antoine, c'était le visage d'Émilie, gravé dans le cadre de la fenêtre, qui obscurcissait le paysage. La mission avait pris une tournure inattendue, une résonance intime et douloureuse. Il n'était plus seulement un pion sur l'échiquier de la résistance, il était l'homme qui avait rompu une promesse silencieuse, le fantôme d'un passé qui venait de le rattraper. Brest, sous la botte allemande, était une toute autre bête que Paris.
Là où la capitale drapait son occupation d'un voile de faux-semblants et de dignité blessée, la cité portuaire hurlait son martyre. Les rues étaient éventrées, les quais grouillaient d'uniformes gris-vert, de canons pointés vers l'horizon, de barbelés mordant le ciel bas. L'air était lourd du sel et de la rouille, mais aussi de la peur palpable qui suintait des murs noircis. Antoine, sous l'identité d'un commercial en vin, traversa ce tableau de désolation avec une application méthodique, chaque fibre de son être en alerte. Ici, chaque regard pouvait être une délation, chaque ombre une menace. Il trouva le passeur, Jean-Luc, dans un estaminet fumeux, recroquevillé derrière un comptoir poisseux qui sentait la bière éventée et la méfiance. Jean-Luc, le visage creusé par les nuits sans sommeil et les trajets périlleux, leva des yeux cernés à l'approche d'Antoine. « Le voyage fut bon, monsieur Martin ?» demanda-t-il d'une voix rauque, sans un sourire, tandis qu'il essuyait un verre déjà propre. « Aussi doux qu'une caresse de Gestapo », répondit Antoine, s'installant sur un tabouret branlant. « Et vos nouvelles, Jean-Luc? La cargaison a-t-elle atteint sa destination ?» Jean-Luc posa le verre avec un bruit sec. « La cargaison est arrivée, abîmée, un bras cassé, quelques côtes fêlées, mais l'essentiel était là, paraît-il. Il est dans une cachette, pas très loin d'ici, dans une ferme abandonnée. On le garde au chaud, loin des regards. » Antoine sentit un pincement. Un bras cassé. Le capitaine Finch était bien mal en point. Et les regards, justement, sont-ils devenus plus insistants? Le passeur laissa échapper un soupir qui ressemblait à un râle. L'endroit est propre pour l'instant, mais il y a un va-et-vient inhabituel sur la route principale, des patrouilles plus fréquentes. Et... Il baissa la voix, son regard sombre croisant celui d'Antoine dans le miroir terni derrière le comptoir. On dit que Richter lui-même aurait fait le déplacement. Une rumeur, sans doute, mais une rumeur qui a des dents. Antoine ne montra aucune réaction. Richter. L'ombre grandissait. Une rumeur de dentiste, alors? Je vous remercie, Jean-Luc. Je vais aller examiner la dent carriée. Il posa quelques pièces sur le comptoir. Et soyez prudent, la route est longue et semée d'embûches. C'est le cas de le dire, murmura Jean-Luc, ramassant les pièces. Bonne chance, monsieur Martin. J'espère que vous n'êtes pas trop attaché à votre rétroviseur. En sortant de l'estaminet, Antoine sentit le vent salin mordre son visage, mais c'était le froid de l'appréhension qui s'insinuait en lui. Il longea les quais dévastés, les cargos éventrés et les sous-marins allemands, autant de cicatrices béantes dans le flanc de la France. Et c'est là, dans le crépuscule d'encre qui enveloppait la ville, qu'il le vit. Un long cabriolet noir, rutilant d'une arrogance déplacée au milieu de la misère ambiante, passa lentement sur le boulevard principal. À l'arrière, une silhouette rigide, le profil précis et impitoyable qu'il avait déjà croisé à Paris. Richter. La rumeur n'en était pas une, le chasseur était là, plus proche que jamais, et le gibier, Finch et peut-être lui-même, se sentait pris dans un étau qui se resserrait inexorablement. Le passé d'Émilie et l'avenir de la mission s'entremêlaient en un nœud gordien que seule la lame de l'action pourrait trancher. Le vent salin avait beau mordre, c'était le froid de l'appréhension qui s'insinuait en Antoine. Richter. La rumeur, cette dent carriée, était bien une carie profonde, un mal dont la racine s'étendait jusqu'au passé, jusqu'à Émilie. Le cabriolet noir n'était pas seulement un symbole d'arrogance, c'était un corbillard pour ses souvenirs, une menace roulante vers ce qu'il s'était juré de protéger. Le passé d'Émilie et l'avenir de la mission s'entremêlaient en un nœud gordien que seule la lame de l'action pourrait trancher. Antoine ne retourna pas directement à la ferme isolée de Finch. Il savait que la prudence était le manteau le plus lourd, mais aussi le plus protecteur. Il se fit héberger pour la nuit par un contact local, un pêcheur mutique aux yeux bleus d'océan, et passa les heures sombres à dérouler la bobine du temps. Richter n'était pas un homme de coïncidence. S'il était là, ce n'était pas pour les rioder. Il devait y avoir un lien avec le passé d'Antoine, son évasion, et peut-être plus précisément avec l'endroit où il avait vécu ces 3 années. Au petit matin, avant même que les premiers rayons du soleil ne dorent les toits d'ardoise, Antoine était en route. Il ne prit pas le chemin le plus court, préférant les sentiers côtiers, les chemins de contrebandiers qu'il avait appris à connaître et à aimer pendant son intermède avec Émilie. Son cœur battait la chamade, un métronome irrégulier de peur et de résolution. Il atteignit la petite ferme d'Émilie en fin de matinée. La façade de pierre, autrefois un havre de paix, semblait aujourd'hui crier la solitude et le danger. Le jardin était silencieux, trop silencieux. Antoine avança avec la discrétion du nombre, ses sens en alerte. La porte était entr'ouverte. Un frisson parcourut sa nuque. Il tira son pistolet, le colt que le corbeau lui avait remis,
et pénétra dans l'obscurité fraîche de la cuisine. Émilie était là, assise à la table, ses mains jointes devant elle. Son visage était cireux, ses yeux rougis. Face à elle, sur la table en bois brut, reposait un portrait jauni, celui de son mari, le soldat tombé au front, et à côté, étrange et déchirant, une vieille casquette de soldat français, celle d'Antoine, qu'il avait abandonnée lors de son départ précipité. « Antoine », murmura-t-elle, sa voix à peine un souffle. Il n'y avait aucune surprise dans son regard, seulement la lassitude et la douleur d'une attente prolongée. Il rangea son arme. « Émilie, que s'est-il passé ?» Elle désigna la casquette. « Ils sont venus, hier soir, pas la Gestapo habituelle. Cela était différent. Plus froid, plus insistant. » Son regard croisa le sien. Il cherchait un homme, un évadé. Ils avaient des descriptions, des détails. Ils ont trouvé ça. Elle effleura la casquette du doigt. Ils ont fouillé partout, m'ont interrogé, longuement. J'ai nié, bien sûr. J'ai dit que c'était la casquette de mon mari, que je la gardais en souvenir. Ils ne m'ont pas cru, mais ils n'avaient pas de preuves, pas encore. Elle marqua une pause, puis ajouta, les larmes coulant enfin le long de ses joues, ils ont dit qu'ils reviendraient, avec des hommes et des chiens. Le sang d'Antoine se glaça. Richter n'avait pas seulement des rumeurs, il avait une piste, un instinct de chasseur aiguisé par l'odeur du passé. Le nœud gordien se serrait autour de sa gorge. Protéger Finch, c'était potentiellement condamner Émilie. La sauver, c'était risquer la mission, et avec elle, des vies futures. Il était piégé entre l'amour d'hier et le devoir d'aujourd'hui. « Émilie, dit-il d'une voix rauque, s'agenouillant à ses côtés, tu dois partir ce soir. » Elle secoua la tête. « Où irai-je ? C'est ma maison. » « Il n'y a plus de maison quand l'ennemi la connaît, » rétorqua-t-il, un éclair de détermination dans les yeux. « Écoute-moi, j'ai un plan. Pour nous deux, pour Finch. » Son plan était une mosaïque audacieuse de tromperie et de sacrifices. Il allait exfiltrer Finch par la mer comme prévu. Mais avant cela, il créerait une diversion pour Richter. Un leurre destiné à le mener sur une fausse piste, loin de Finch et surtout loin d'Émilie. La ferme, connaissant les habitudes de Richter, deviendrait le théâtre d'une mise en scène, une dernière représentation macabre. Émilie, elle, devait disparaître, aidée par le réseau vers le sud, loin de cette côte dangereuse, loin de lui. La nuit tomba, dense et sans lune. Antoine retrouva Finch, qui se remettait lentement de sa blessure, caché dans une cabane de pêcheurs isolés. Finch était pâle, mais son regard portait la détermination farouche d'un pilote abattu qui n'avait qu'une envie, rentrer chez lui et se battre. Antoine lui expliqua le changement de plan, la nécessité d'agir vite. Pendant ce temps, Émilie, le cœur brisé, obéissait. Les contacts du passeur l'attendaient à un carrefour éloigné. Elle jeta un dernier regard à sa maison, à cette vie qui s'envolait une deuxième fois. Antoine, quant à lui, était revenu à la ferme. Il avait laissé des indices, de faux papiers, une photo de lui, jeune soldat, dans une cachette évidente. Un briquet qu'il avait gardé, gravé de ses initiales, à peine visible. Des choses qui parleraient à Richter, qui attiseraient sa certitude d'être sur la bonne piste. Il voulait que Richter le poursuive, lui, et non Émilie. L'aube pointait à peine quand les premiers jeeps allemands firent irruption sur le chemin menant à la ferme. Les chiens aboyaient déjà, leurs crocs claquant dans l'air froid. Antoine était caché dans les fourrés, observant la scène. Richter descendit de sa voiture, son profil précis et impitoyable se découpant contre l'horizon blafard. Il entra dans la maison, ses hommes fouillant méthodiquement. Puis, Antoine le vit ressortir, tenant dans sa main la casquette et le briquet. Un sourire froid étira les lèvres de Richter. Il avait mordu à l'hameçon. C'est là que le piège se referma sur Antoine. Il se posta en évidence, juste assez pour être vu, l'ombre furtive d'un fantôme du passé. Un tir retentit, le sifflant à l'oreille. C'était le signal. La course-poursuite s'engagea. Antoine, fin connaisseur du terrain, de ses falaises abruptes et de ses grottes secrètes, mena Richter et ses hommes dans une danse macabre le long de la côte, loin de Finch qui était en train d'embarquer sur un petit bateau de pêche, loin d'Émilie qui était déjà loin. Il reçut une balle dans l'épaule alors qu'il s'enfonçait dans une crevasse, la douleur fulgurante le ramenant à la réalité brutale. Il saigna, mais il continua à courir, à grimper, à se cacher. Il savait qu'il ne pourrait pas les semer éternellement, mais il devait gagner du temps, suffisamment de temps. La confrontation finale ne fut pas un corps à corps épique, mais une joute psychologique, une partie d'échecs macabre. Richter, frustré mais persévérant, accula Antoine dans une grotte sous-marine accessible seulement à marée basse. Antoine, blessé, attendit, le souffle court, l'eau montant autour de lui. Quand Richter et ses hommes pénétrèrent enfin,
leur lampe torche balayant l'obscurité, Antoine était déjà parti, s'étant glissé par une fissure connue de lui seul, une échappatoire vers l'océan. Richter n'avait capturé qu'un fantôme. Antoine fut repêché des heures plus tard par un pêcheur ami du réseau, transi de froid, la balle toujours logée dans l'épaule. Finch était sauf, exfiltré. Émilie avait disparu, un nom nouveau, une vie nouvelle, quelque part dans le sud. Le sacrifice était accompli. Il avait perdu Émilie une deuxième fois, mais cette fois-ci, c'était par choix, par nécessité. La douleur physique n'était rien comparée à l'amertume de la perte. De retour à Paris, Antoine redevint Monsieur Martin, l'horloger discret. Les murs de son atelier semblaient plus étroits, le tic-tac des montres plus assourdissant. Il avait les informations de Finch, il avait sauvé Émilie, mais à quel prix ? Le succès de la mission était teinté d'une mélancolie profonde. L'ombre de Richter planait toujours, une menace sourde, personnelle désormais. Antoine avait tranché le nœud gordien, mais la cicatrice était là, gravée au fer rouge sur son âme. Il était plus seul que jamais, plus déterminé aussi. La résistance était devenue sa seule famille, son seul refuge. Le passé était un poids, le futur une incertitude, et le présent une guerre sans fin.